Dynamique Radio. Dynamique Radio. Avec nous aujourd'hui, et c'est un grand plaisir de le recevoir, Coco de l'émission Face à France. Coco, bonjour, merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez parce qu'on peut dire vous étiez maintenant dans le panel, oui. dans le panel de Face à France qui était diffusé sur Énergie 12 le mardi soir. C'est ça. Comment vous avez été au courant du casting pour participer à cette émission? Alors, sur ma page Facebook, comme vous avez pu le constater, j'ai pas mal d'amis. Et donc, du coup, j'ai vu ça dans mon fil d'actualité un jour. Et je connaissais cette fille. J'ai dit, c'est bizarre, son nom me dit quelque chose. Et donc, pour rire, en plus, vraiment, la scène, c'est vraiment pour rire. Je lui ai mis, et moi, ma chérie, tu crois que je peux faire partie du casting? LOL. En plus, j'ai vraiment mis le LOL derrière avec les petits smiles. Et puis, quelques minutes après, elle m'envoie un message privé. Mais bien sûr, mon coco, avec plaisir, donne-moi ton téléphone. Donc, je lui donne le téléphone, mais toujours pour rire, hein. Ouais. Parce que je pensais que vraiment, elle rigolait comme moi. Et puis, elle m'appelle, elle me dit, mais non, oui, je rigole pas, mais tu viens, nanana. Elle me donne un rendez-vous. Bon, dans ma tête, je me dis, il y a une arnaque. Donc, je fais le truc. Je vais. Et je me rends compte que c'est un vrai casting. Donc, je me suis dit, oui, ok. Je faisais ça pour rire au début. Vous hein. étiez beaucoup au casting? Non, j'étais tout seul. Ah, vous étiez tout seul? En fait, ils reçoivent, j'ai appris par la suite qu'ils recevaient les gens, il y a des créneaux en fait par heure, et on vous reçoit, on vous pose des questions d'actualité pour voir comment vous vous débrouillez devant une Comment on caméra. réagit, tout ça? Et puis pour entendre comment vous vous exprimez surtout, parce que si vous êtes là et que vous ne pouvez rien dire, enfin vous savez pas parler correctement, ça n'a aucun intérêt pour eux. Si vous n'avez pas d'avis, ça n'a pas d'intérêt pour eux. Donc ce panel, vous l'aimez bien? J'adore ce panel. Qu'est-ce qui vous plaisait dans cette émission? Ben, dans cette émission, déjà, dans le panel, tout court, je vais parler Ouais. du panel. Ce qui me plaisait dans le panel, c'est qu'on était tous différents. On venait tous de milieux différents. On avait tous une personnalité assez forte. Et puis, on était vraiment des opposés. C'était trop marrant de voir qu'on était tous, mais j'ai jamais vu un panel aussi éclectique. Mais quand je dis opposés, c'est vraiment, on se mettait côte à côte, des fois pour une photo. Je disais, mais non, je me mets pas à côté d'elle, je me mets à côté d'elle. Parce qu'elle, elle se rapproche plus de mon univers, ou il se rapproche plus. Ouais. Mais c'est ça qui était marrant. Et puis on s'apportait tous les uns les autres des choses, des expériences. Voilà, le fromager nous parlait de fromage, il nous racontait des fromages et tout ça, c'était trop marrant. Le chauffeur de taxi, les anecdotes. Ouais. Voilà. Non, ça, j'ai adoré cette expérience avec eux, le panel. Et avant les émissions, comment ça se passait? C'est-à-dire, ah oui, en coulisses. En coulisses, ouais. Ah oui, entre vous. dans les loges, bien, on se faisait rire, on écoutait de la Ouais. musique, Il n'y avait pas de groupe. Non, il n'y a jamais eu de groupe. C'est Ouais. ça qui est bien parce qu'on était tous dans la même pièce, une grande pièce, et puis tout le monde se mêlait de la conversation de tout le monde. C'est ça qui Ouais. était marrant. C'est-à-dire que tu essaies d'avoir une conversation privée avec quelqu'un, tu choisis quelqu'un, tu dis bon, on va avoir une conversation. Et d'un coup, tu entends la Monia qui vient et qui dit ah mais oui, moi aussi, je connais ce truc. Je dis oui, ok. Donc voilà, il n'y avait pas de groupe, il n'y avait pas de clan. Même les filles se mélangeaient avec les garçons et les garçons aussi. C'est important pour une émission Super comme important, celle-ci. surtout que faut savoir qu'on avait tous des avis mais complètement différents, Oui. qui divergeaient, on pouvait ne pas être d'accord sur des sujets, mais ça n'a jamais été source de tension entre nous parce qu'on faisait vraiment la part des choses. Les loges c'était nous, et quand on arrivait sur le plateau, on savait qu'on était là pour quelque chose. Donc on s'en tenait pas rigueur, voilà, dans les loges après ou avant. Et l'émission en elle-même, qu'est-ce qui vous a plu le plus? Bah, l'émission en elle-même, ce qui m'a séduit dans cette émission, c'est le fait de pouvoir dire ce que l'on pense vraiment et qu'on n'était pas, il n'y avait pas de directive. Voilà, on ne vous disait pas oui vous devez dire ça, non vous ne devez pas dire ça. On ne vous appelait pas et on vous posait pas les questions à l'avance pour savoir ce que vous pensez. Parce que C'est-à-dire que vous étiez lâché comme ça, Ouais. et donc on vous posait la question et vous étiez censé répondre vraiment ce qui venait du fond du cœur. Parce que c'est un peu le risque dans ce genre d'émission que les téléspectateurs puissent se dire c'est bidonné. Oui, on peut, mais même moi au début, je pensais que ça allait Ouais. être vraiment bidonné. Je me suis dit, bon, c'est bon, ils vont nous poser les questions, on va y répondre. Et après, ils vont nous dire, oui, vous dites ça, non, vous dites pas ça. Mais en fait, non, on nous donnait juste les sujets d'actualité. Mais la plupart du temps, ils se retrouvaient un peu pas bêtes, mais nous-mêmes, on suivait l'actualité. Donc, quand ils nous parlaient de quelque chose, ils disaient, ah, mais oui, mais j'ai vu l'article ce matin. Là. Et ils étaient surpris en disant, ah bon, vous avez vu ça? Ben oui, on suit l'actualité comme tous les Français. Oui, oui, bien Et sûr. du coup, on avait juste ça. Et puis après, on disait ce qu'on pensait. C'est tout. Beaucoup de vos camarades du panel avaient fait de la télé avant. Oui. Est-ce que vous aussi, vous en aviez fait? J'ai fait très peu de télé, j'ai pas fait autant que tous mes camarades. Et puis, ce n'était pas moi le sujet quand j'ai fait de la télé. J'étais intervenant pour d'autres témoins. Voilà, c'est tout. Pour quel genre d'émission? Bah, en fait, j'ai coaché une fille dans Tellement Vrai Mhm. qui voulait être mannequin et qui est venue justement à mon showroom chez moi pour pouvoir avoir des conseils, pour savoir comment marcher, comment s'habiller, comment se comporter lors de casting. Donc on me voit avec elle en train de lui donner des conseils. J'ai un ami qui a fait un dîner presque parfait sur M6 à l'époque, où j'avais été chez lui, c'était à Beauvais. J'étais en train de lui montrer quelques tenues qu'il pouvait porter.
Et puis voilà, la seule émission que j'ai fait peut-être où j'étais un peu plus voyant, c'était Une semaine pour faire la fête. C'est tout, voilà. Et vous avez gagné? Non, j'ai pas gagné, mais c'est normal, ils s'étaient tous ligués contre moi. J'avais la plus belle fête et ils voulaient pas l'admettre. Jean-Marc Morandini.com a annoncé qu'Énergie 12 avait déprogrammé l'émission définitivement en raison de l'actualité. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'incompréhension totale. Je pense que pas mal de téléspectateurs ont été surpris comme moi, d'autant plus que la raison évoquée par la chaîne, elle est complètement pour moi incohérente. Justement, on est il y a une actu, il y a un événement, il y a des événements tragiques qui se sont passés, il y a un attentat. Je pense que les Français ont envie d'en parler, ont envie d'écouter vraiment ce qu'on a à dire. Je vois pas pourquoi nous brimer et nous empêcher de parler de ça. J'ai pas compris quel était le choix. Est-ce que c'était stratégique? Est-ce que la chaîne avait peur justement de ce que nous on pouvait dire? Mais ils ont juste oublié quelque chose, c'est que nous sommes des gens assez intelligents. Donc du coup, on va pas prendre de position, on va pas se placer en tant qu'homme politique ou personne de pouvoir pour dire des choses. Nous, c'est ce qu'on pense, ce sont des hypothèses. Donc je vois pas pourquoi la chaîne avait peur. Pour moi, c'est absurde en fait. Et puis surtout, une émission d'actualité où on ne peut pas parler d'actualité, ça c'est assez drôle. C'est assez compliqué. Non, mais je trouve ça complètement vraiment nul parce que oui, il revendiquait justement ce côté où on parlait de l'actualité et là il y a un fait divers, il y a une actualité. Justement, elle est en cours où toutes les chaînes ont fait toutes leurs émissions autour de ça. Il faut savoir que les chaînes ont déprogrammé des émissions mais pour reprogrammer d'autres émissions autour de ça. Alors que la chaîne, elle est restée cloîtrée dans son truc. Là, on n'a pas compris en fait. De divertissement. Enfin, je sais pas le dire, mais bon. Voilà, en gros. Comment ça se passait dans le sens, comment ça se passait par exemple? Vous mangiez ensemble avec le panel ou alors vous arriviez parce que l'émission était vers 22h30, 22h45? Vous arriviez à 22h ou alors vous mangiez avec le panel à 19h? Justement, c'est là tout le truc, c'est qu'en fait on devait arriver beaucoup plus tôt parce que les filles devaient passer, nous aussi, au maquillage et à la coiffure. Donc déjà rien que ça, pour 10 personnes, je vous dis pas comment ça prend du temps. Et puis après, souvent, là, vous parliez tout à l'heure de petits groupes, mais c'est là où les petits groupes se créaient justement. Ah ouais, à ce moment-là, à table. parce que il y en a qui voulaient pas dîner ce qu'on nous proposait, voilà, qui voulaient carrément aller s'asseoir au restaurant, avoir un vrai dîner, boire un petit verre avant pour se décontracter. Ouais. Donc du coup, ça créait des petits clans. Donc tout le monde partait à droite à gauche. Moi, je me rappelle qu'avec certaines filles, on allait carrément chez les filles, l'une d'entre elles, puis on se changeait chez elles, on se préparait nous en fait déjà là-bas. On arrivait tout habillés. Ouais. Ça, ils aimaient pas trop, mais on arrivait tout habillés. Et là-bas, on discutait, on dînait, on grignotait. On se détendait, quoi. C'était convivial. C'était convivial. Sympa. Et je me rappelle les mecs, à Arnaud, le chauffeur de taxi, et le Corse et tout, ils allaient dans les bars. Une fois, ils ont mangé des huîtres. On s'est dit, mais ils sont malades. Des huîtres avant l'antenne. Ouais. Et ils ont été malades pendant toute l'émission, le pire. Ah ouais? Ah ouais. C'était laquelle? C'était, je me rappelle plus, mais c'était, ah oui, c'était celle avec Hanouna. Ah oui? En fait, oui. Personne ne voyait rien parce que c'est la télé, mais ils étaient derrière nous, on les entendait dire, Madame le ventre. Nous, on entendait tout, en fait. Justement, Hanouna, c'est en ce moment, il cartonne sur D8. Est-ce que, parce que vous receviez des personnalités, est-ce qu'il y en a une ou deux que vous adoriez et que vous avez pris plaisir à voir sur le plateau? Bizarrement, c'est pas que j'étais pas trop fan, mais Enora Malagré, j'ai été agréablement surpris parce qu'en fait, c'est une fille qui adore déconner, qui est joyeuse, etc. Mais c'est pas l'image qu'elle véhicule dans Touche pas à mon poste, des fois. Et du coup, comme elle a cette image de fille un peu vulgaire qu'elle dégage, et moi je lui ai dit ça hors antenne, je lui ai dit que j'étais agréablement surpris parce que pour moi je la trouvais trop vulgaire parfois, et que là elle était vraiment élégante, elle était bout en train, c'est ce que j'ai adoré avec elle. Puis alors Cyril Hanouna, n'en parlons pas, c'est la crème de la crème, il est venu, il nous a parlé, il nous a fait la bise alors qu'il nous connaissait même pas, il disait mais ne soyez pas trop dur avec moi, etc. Non, ça c'était vraiment. Donc il est pareil dans Touche pas à mon poste que en dehors. En dehors, oui, c'est pas, au début je pensais qu'il jouait, mais en fait non, rien n'est joué, c'est vraiment lui, c'est vrai quoi. C'est super ça, parce qu'il y en a pas beaucoup, hein. Non, il y en a pas beaucoup qui sont naturels. Voilà, celui où il y a eu le plus de distance avec nous, c'était Bruno Mazur. Ah donc, oui. Lui, on sentait que c'était un autre monde, un autre décalage. Il était sur son petit siège. Il est même pas venu nous parler déjà. On a essayé de lui parler à la fin. Il nous a, excusez-moi du terme, mais il nous a esquivé. Ah ouais. Ah oui, carrément. Rien. Voilà. Vous avez fait des selfies avec certains?
Non, parce qu'en fait, on n'avait pas nos portables sur nous. Ah bon? Donc ben oui, quand vous êtes à l'antenne, vous n'avez pas le droit d'avoir de portable sur vous. Donc la petite nounou, elle passait récupérer tous nos portables avant l'enregistrement. Donc faire des selfies avec eux, c'était un peu délicat. Et avant l'émission, les loges étaient complètement séparées. Et ils voulaient pas de rencontre entre les panélistes et les invités parce qu'ils voulaient pas qu'il y ait d'influence. Voilà. Donc, ils voulaient que tout le monde soit neutre et puis surtout que les invités ne sachent pas ce qu'on pense vraiment d'eux. C'était ça le but, en fait. Ce qui renforce encore plus l'image de je dis ce que je pense. Quoi. Exactement, tout à fait. Vous aimez Cœur de Pirate? Ah, j'aime bien Cœur de Pirate, j'aime bien son look. On écoute le look, on en parlera juste après parce que vous êtes personal shopper. Exactement. On en parlera juste après. Pour l'instant, on écoute Oublie-moi, son dernier titre. Très bien. Dynamique Radio. 12h56, vous êtes toujours dans l'heure du déj. Je sais pas où est-ce que vous en êtes au niveau du déjeuner. Nous, on en est rendu au plat de résistance. Et on va parler avec Coco, qui est notre invité aujourd'hui, de Coco and Luigi. Parce que vous êtes personal shopper. Qu'est-ce que c'est qu'un personal shopper? Alors, un personal shopper, c'est quelqu'un qui, normalement, à la base, est censé vous faire votre shopping à votre place. Vous lui dites ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez une robe pour aller à l'opéra, vous êtes à votre bureau, vous dites, ben, Coco, il me faut une robe rouge, noire, jaune. J'ai un opéra ce soir, il faut telle chose. Et moi, je viens à votre bureau, j'ai fait vos achats pour vous, avec le budget que vous m'avez donné. Vous faites vos essayages à votre bureau. Et après, vous me dites, ben, je garde celle-là. Donc, vous n'avez pas le souci d'aller en magasin, de perdre votre temps à faire des essayages, de choisir. J'ai choisi pour vous. Je vous ramène plusieurs modèles pour que vous ayez le choix comme au magasin. Puis après, l'avantage, c'est que c'est pas vous qui ramenez vos achats, c'est moi. Donc, vous avez vraiment tous les avantages et zéro inconvénient. Mais aussi, le rôle d'un personal shopper est de vous accompagner également dans vos achats. Dans les achats. Tout à fait. Dans les magasins. Faire les boutiques avec vous, vous conseiller, être là avec vous comme une copine ou un copain qui fait les boutiques. On est là, on fait les boutiques ensemble, on donne son avis, on dit ça va, ça va pas. Mais la semaine dernière, vous avez acheté ça, donc ce manteau ira bien avec cette robe, etc. Donc on est là aussi pour... Et c'est comme un petit pense-bête pour dire, ben vous avez déjà telle chaussure rouge, ben ça, c'est peut-être pas la peine de racheter celle-là, mais prenez-les en noir, etc. Depuis quand vous faites cette activité? Ça fait plus de 10 ans que je fais ça, en fait. Donc maintenant, vous êtes... armé, vous savez ce que vous faites. Plus qu'armé, on va dire. Ce serait dommage de ne pas être armé. Et comment ça a commencé? Comment ça vous est venu cette idée? Ben, en fait, ça m'est venu, je pense, par ma mère, qui est une femme très coquette à la base, qui aime beaucoup s'habiller, qui prenait soin d'elle. Quand elle était chez elle, elle faisait son ménage, elle était habillée, je comprenais pas trop pourquoi, quand j'étais petit. Elle était toujours sur des talons, elle aime sortir, elle aime être belle. Voilà, c'est ça, pour elle, la femme coquette, c'est une vraie femme, etc. Du coup, je la regardais, donc petit, j'ai commencé à faire comme elle, à m'habiller, à aimer les vêtements, à toujours vouloir être bien habillée, peu importe ce que je faisais, même quand je jouais dans le bac à sable, entre guillemets, mais c'est faux. Mais quand je jouais dans le bac à sable, j'étais habillée par rapport aux autres enfants. Et puis, à l'âge adulte, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu aimerais faire un jour, Coco? Mais dis-moi ce que tu veux faire. Donc, j'ai réfléchi, et puis boum! J'ai dit, mais et si tu allais dans la mode? Donc, je suis partie de rien, de zéro, pour pouvoir gravir les échelons petit à petit et pour en arriver là. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier? La complicité avec les clientes? Ben, ce qui me plaît le plus avant tout dans ce métier, c'est de pouvoir conseiller les clientes, c'est de pouvoir, avec mon œil d'expert, dire, ben ça, oui, ça vous va, et essayer de montrer par A plus B à la personne que vous vous êtes trompé. Vous croyez que vous aviez un style depuis des années, mais en fait, non, c'est plus ce style qui vous va, et c'est vrai qu'après, la complicité, la proximité, ce lien qu'on crée avec sa clientèle, en faisant croire à cette personne qu'elle n'est pas vraiment une cliente, mais qu'elle est exclusive, tout en gardant ce côté professionnel, ben moi, j'adore ce côté-là, quoi. C'est vraiment ce qui me plaît, c'est l'humain avant tout. Comment ça se passe un premier rendez-vous? Ben, un premier rendez-vous avec moi, c'est vous venez à la maison puisque c'est mon showroom. Carrément. Ah oui, là vraiment, je vous reçois chez moi, dans mon intimité, pour que vous vous sentiez à l'aise, c'est comme si vous étiez chez vous aussi. Voilà, on boit du thé, on discute entre nous. Et ça marche. Mais pour l'instant, ça a toujours fonctionné. J'ai jamais eu de problème là-dessus. Ça a toujours plu que d'aller dans un café qui est complètement impersonnel et c'est bruyant. Voilà, donc là, ça plaît. On a les 30 minutes où on apprend à se découvrir, on apprend à se connaître. Vous me parlez de vous, comme ça, j'arrive à cibler votre personnalité. Vous me parlez de ce que vous aimez, des boutiques que vous aimez, des pièces que vous aimez. Je vous amène discrètement à me parler de ça sans que vous vous en rendiez compte. Mais je prends des petites notes dans ma petite tête et puis après, je vous dis bon. Ok, donc là, on veut ça. Et vous me regardez, vous me dites, mais Coco, comment tu sais que... Mais en fait, vous vous rendez pas compte que vous m'avez dit ça dans la conversation. Ouais. C'est ça qui est génial. C'est un travail d'analyse. Il y a beaucoup d'analyse, justement, mais c'est d'abord un travail d'analyse avant tout. Vous êtes un passionné de mode, alors, si je comprends bien. Est-ce que vous avez eu la chance de faire une école?
Alors, j'ai pas fait d'école. Il faut savoir que j'ai d'abord été autodidacte, mais j'ai eu cette chance quand j'ai travaillé dans certains grands magasins d'avoir fait plusieurs formations, de très grandes formations qui m'ont permis d'en arriver là. Donc, j'ai fait beaucoup de formations sur les tissus, sur la maille, savoir comment est-ce qu'une maille était faite, comment est-ce qu'elle était croisée. Beaucoup de formations sur les tendances. Ça aide beaucoup les formations des tendances avec de grandes maisons connues pour ça, pour les bureaux de style en fait. Et puis avec beaucoup de sociétés, bon, on peut pas dire de nom vraiment de société, mais ça s'appelle la Luxury Attitude. C'est vraiment c'est tourné autour du luxe. Comment se comporter avec les gens dans le luxe, comment accueillir une cliente, comment être au service de la cliente. Donc en fait, c'est plusieurs formations pour être personnel shopper. Ce n'est pas du tout juste une formation de conseiller en image. Ça part vraiment de tout. Il faut vraiment savoir comment se comporter, comment parler. Il faut avoir un côté un peu aussi psychologue parce que vous nous oui, mais j'ai pas fait des études de psy par contre. Mais en tout cas, est-ce que vous avez préféré faire ces formations plutôt qu'une école ou vous auriez quand même préféré faire une école? Alors absolument pas. Je préfère faire cette formation. Je ne veux absolument pas faire d'école. D'ailleurs, je dirais aux gens, pour la forme, faut faire une école. Mais dans le fond, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est plus l'expérience sur le terrain et c'est avec la clientèle qu'on arrive à acquérir une expérience. Puisque la clientèle n'est jamais pareille, l'expérience shopping n'est jamais la même et c'est grâce à ces expériences qu'on arrive à acquérir du savoir en fait. Vous avez une société qui s'occupe du look des gens, mais vous vous occupez aussi des mariages. Oui. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que vous organisez le mariage de A à Z ou alors vous vous occupez juste de la décoration de la salle, de comment la personne doit s'habiller, choisir la robe de mariée? Alors sur notre site, vous avez deux formules. Vous avez la formule justement qui est complète où on s'occupe de A à Z du mariage. Donc ça commence depuis la tenue du et de la mariée. Ouais. Après, on est là avec eux pour le choix des alliances, des choix, même avec les filles, le choix des sous-vêtements pour la nuit de noces. Vraiment, ça passe vraiment partout. De la coiffure, des souliers. Puis après, du choix de la salle, de la couleur, de la décoration, des gâteaux, vraiment de tout, de A à Z. Vous avez aussi la formule qui est partielle. Donc, la formule partielle, c'est quelqu'un qui a déjà avancé sur son mariage, mais qui bloque sur certaines choses, qui bloquent, je sais pas moi, sur la décoration ou sur tout simplement sa tenue de mariée ou pour les demoiselles, etc. Là, on intervient là-dessus. Donc, il y a cette formule-là qui est partielle. Mais le plus intéressant pour nous et pour moi, c'est surtout d'aider la personne de A à Z parce qu'on vit vraiment intensément et pleinement l'organisation du mariage. On partage les joies, les peines, le stress des mariés. Oui. Ça, c'est vraiment plus agréable que quelqu'un qui vient qui me dit, bon, là, il me faut juste une déco. Donc là, là, je le fais machinalement. Je m'implique. Mais c'est pas pareil. Il n'y a pas d'émotion. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup ressentir les émotions des mariés, pouvoir évoluer avec eux parce que quelqu'un vient avec une idée, mais figurez-vous qu'au fil du temps, et cette idée, elle évolue. Oui. La personne change de thème des fois carrément pour son mariage parce que on lui dit mais non, ça c'est bien, ça c'est mieux, etc. Enfin, on est là pour donner vraiment des conseils et les gens les prennent ou ils les prennent pas. En général, ils les prennent. Hein. Mais bon. Et vous êtes invité au mariage après? Tout le temps. Ben oui, puisque forcément, la différence pour moi et pour notre société avec Luigi, c'est qu'en fait, par rapport aux autres wedding planners, nous, on est vraiment impliqués. Donc, on est là le jour J, on dirige, nous sommes vraiment les maîtres d'orchestre. On dirige le mariage parce que c'est nous qui récupérons le stress des mariés. On veut pas que nos mariés, ils aient le stress de savoir, est-ce que mon gâteau va arriver à temps? Est-ce que le chauffeur va arriver à temps? Est-ce que la voiture sera décorée? Pourquoi mon témoin est en retard? Etc. Non, ça, c'est notre rôle. Elle a une question en tête. Elle nous fait un petit signe, un petit geste, on s'approche discrètement, on fait comme si on lui parle de tout et de rien, et elle exprime ses doutes, et nous, on va régler la chose tout de suite. Et c'est pour ça qu'on est là, vraiment, le jour J avec eux, de A à Z, jusqu'à l'arrivée du gâteau. Et puis après, on s'éclipse. C'est-à-dire vers minuit, quand le gâteau est arrivé, la pièce montée est arrivée, on est là, on fait l'animation avec eux, mais après la soirée, les gens, on n'est plus là. Ouais. C'est-à-dire votre soirée, elle commence avec vos invités, vous vous amusez, vous dansez. Vous pouvez rester 2-3 jours à faire la fête, on s'en fiche, on n'est pas là. Nous, notre rôle, c'est vraiment de vous accompagner du début, c'est-à-dire si c'est 10h du matin, la mairie, pardon, on est là après à l'église, on est là pour tout, vraiment tout. On est là. Moi, je sais que mes mariées, je suis là avec elles quand elles se font coiffer, quand elles se font maquiller, parce qu'il y a souvent quelque chose qui ne me plaît pas à la dernière minute. Donc, je fais rectifier la coiffure, rectifier le maquillage. Alors. Ah oui, par contre, je suis quelqu'un qui est hyper perfectionniste. Du coup, j'ai toujours besoin de tout contrôler. Voilà, c'est vraiment un besoin pour que tout soit parfait et je veux pas que mes clients ou mes clientes soient déçus. Et vous avez toujours eu des bons retours?
Pour l'instant, on a toujours eu des bons retours. C'est une bonne nouvelle. On n'a jamais eu de retour vraiment négatif. Il y a toujours des petites choses, vous savez, dans tout mariage qui ne se passent pas comme on le souhaite. Mais l'avantage, notre force à nous, c'est qu'on a toujours un plan B. C'est-à-dire qu'on organise un mariage avec une feuille de route, mais la feuille de route, il y en a toujours une deuxième au cas où. Parce que ça m'est arrivé qu'une voiture ancienne tombe en panne, il a fallu que je remplace par une autre voiture. Mais où aller trouver une voiture 1 heure avant la cérémonie? Donc si vous n'avez pas déjà prévu tout ça, vous pouvez pas rebondir là-dessus. Donc c'est notre force en fait. Voilà. Vous avez déjà organisé le mariage de gens connus? Le mariage de gens connus, non, pas vraiment. Pas vraiment, j'ai pas organisé le mariage de gens connus. On est dans d'autres budgets qui sont vraiment très élevés à ce moment-là. Et je pense que les gens connus, leur mariage, ils se font souvent sponsoriser. Donc, ils n'ont pas vraiment besoin de quelqu'un pour organiser, puisque en général, les sponsors organisent tout pour eux. Ben, si vous êtes sponsor de la salle avec un traiteur, c'est vous qui allez gérer votre salle, qui allez gérer le traiteur. Donc, les mariés n'ont pas vraiment, si vous voulez, besoin des organisateurs. Il y a très peu de mariés connus de people qui prennent vraiment des organisateurs extrêmement chers, parce que vous savez que les people, ils veulent toujours tout gratuitement. Ça, c'est connu, ça. Je vous apprends rien du tout, hein. Non. Voilà. Est-ce que vous, ça vous est arrivé d'organiser le mariage de quelqu'un de votre famille? Alors, ça m'est arrivé d'organiser le mariage C'est un peu différent, du coup. Ouais, en fait, de ma meilleure amie. C'était complètement différent. On est vraiment très, 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 très proches. C'est la famille amicale. C'est comme si c'était de la famille amicale, oui, voilà. Non, c'est pas différent. C'est pas différent parce que je me comporte pareil avec tout le monde. Parce qu'il y a peut-être plus d'attache quand. Pas du tout. Non. Pas du tout. C'est-à-dire que c'est la force justement, c'est de se dire qu'on ne fait pas de différence. C'est-à-dire que je vous connais pas, vous êtes une cliente, vous venez me voir, même si c'était mon frère qui se mariait demain par exemple, je me comporterai de la même façon avec lui qu'avec mes clients. J'essaie justement de ne pas créer de différence parce que je veux. Alors, si on met plus d'attachement, plus de ceci, plus de cela, en fait, on s'en sort pas pour la famille. Pourquoi? Parce que ce qu'ils veulent et ce que nous on veut, l'œil d'expert qu'on apporte, on ne sera jamais d'accord avec la famille et ça va créer des tensions pour rien. Donc, je dis dès le départ, vous avez pris un professionnel, il faut me voir en tant que professionnel. Ouais. Pas en tant que famille. Et c'est vrai que la pilule, elle passe mieux quand vous lui dites à cette personne de votre famille, chérie, ta robe, elle est juste moche, cette forme ne te va pas, ça fait trop meringue, etc. Elle le prend mieux. Parce qu'elle ne voit pas le côté familial, elle voit le côté professionnel qui lui parle. Et elle sait que c'est pour son bien qu'on lui dit ça. Mais du coup, au cours de la journée du mariage, ça vous touche quand même, Ah ben oui, ça me touche, forcément. Ça me touche, peu importe. C'était ma question, justement. Ah oui, pardon, j'avais pas compris. C'est plus, vous avez plus d'attachement, d'émotion si c'est votre famille que si c'est... Oui, il y a plus d'émotion quand c'est la famille. C'est sûr qu'il y aura toujours plus d'émotion parce qu'on connaît la personne. Et vous vivez encore plus le truc. Oui, puis on a vu évoluer la personne depuis toujours. Donc on connaît vraiment l'histoire de la personne. On Donc là, le mariage est parfait. Donc ça, c'est juste un mariage parfait, je dirais. Voilà. Dynamique Radio. Coco est toujours avec nous. Toujours. Il est 13h30. Ça va? Très bien, Ça se passe bien? Les questions sont pas trop pièges? Non, je m'attendais à pire, mais ça va. Ah, vous voyez, je suis gentil. On vous fait confiance pour de grands événements de mode? Oui, tout à fait. Donc là, la Tiffany's Fashion Week, je sais pas si vous avez vu mon actu. Donc Tiffany's, qui est une américaine, qui organise des événements de monde avec plusieurs créateurs qui viennent du monde entier. Elle fait ça à New York, elle fait ça à Cannes. Elle espère après faire Monaco, faire toutes les grandes villes où il y a des événements. Vous êtes ambassadeur d'ailleurs. Exactement. Et là, l'année dernière, pour la première fois, elle m'a choisi comme ambassadeur pour la Tiffany's Fashion Week qui avait lieu en octobre, à l'hôtel Marriott sur les Champs-Élysées. Rien que ça. Oui. Et là, elle m'a dit qu'elle voulait que je sois à nouveau son ambassadeur pour le festival de Cannes où on va faire le 19 mai un défilé au Carlton. Donc, ah oui, le Carlton le Carlton qui est le centre du festival, je dirais. Et ça va être super. Et en mars, elle remet ça le 5 mars, juste avant le Carlton, encore à l'hôtel Marriott sur les Champs-Élysées. New York aussi? New York, la Tiffany's Fashion Week à New York, c'est juste avant celle de Paris. Ouais. Donc c'est en septembre et celle de Paris est en octobre. Et c'était au Plaza à New York. Eh ben, dis donc, j'espère qu'à l'année prochaine, en septembre, je pourrai aller à New York au Plaza, en fait. On a aussi des auditeurs qui nous envoient des messages pour nous poser des questions, enfin pour vous poser des questions. Je vous propose d'écouter tout de suite la question de Sandra. Très bien.
Bonjour, je m'appelle Sandra de Paris. Coco, vous êtes organisateur de mariage, mais est-ce que vous accepteriez que quelqu'un organise votre mariage ou préférez-vous le faire vous-même? Bisous. Ah, sympa, Sandra. Ben, bonjour, Sandra, déjà. Ben, malheureusement, non, je vais pas accepter que quelqu'un organise mon mariage. Pas parce que j'ai pas confiance, etc., mais je suis hyper exigeant, hyper précieux avec moi-même. Et je pense que la personne qui va organiser mon mariage va juste souffrir. Je pense qu'elle se tirera une balle dans la tête après. Donc vous préférez alléger les souffrances. Donc je préfère alléger et abréger les souffrances des gens, organiser mon mariage si je devais le faire moi-même. Comme ça, je sais que je dois m'en prendre qu'à moi-même si c'est pas comme je veux, et j'aurai pas à hurler sur des gens, chose que je n'aime pas du tout faire en vrai. Et puis je serai sûr de mon résultat. Pas que je fais pas confiance aux autres, hein, parce que je délègue beaucoup dans ce métier, on délègue beaucoup, mais on garde toujours la main dessus. Mais je serai pas contre de l'aide, hein, pour mon mariage. Mais là, vous aurez une ligne que vous voudrez respecter, et vous aurez une idée très précise. Oui, c'est mon mariage, et donc je sais ce que je veux. Et puis vous êtes professionnel, donc c'est un peu, ça reste quand même un peu compliqué de faire entre guillemets confiance à quelqu'un d'autre, parce que peut-être pas la même personnalité. Non, et puis c'est surtout que je connais vraiment bien l'envers du décor, donc je ne ferai jamais confiance à quelqu'un d'autre à cause de ça. Mais pour le coup, je sais ce que je veux, je sais exactement à quel moment et où faire les choses, donc je préfère le faire, demander à quelqu'un d'autre effectivement de m'épauler en donnant mes directives. Là, bon, ça va, mais vraiment me laisser guider par quelqu'un d'autre, non, c'est quasiment impossible. Même le jour J, je pense que je serais en train de tout contrôler, tout en m'amusant, ça je sais le faire, mais non, c'est impossible, hein. Désolée, ma petite, mais c'est impossible. Il y a Alexandre aussi qui voulait vous poser une question. Oui, allô, bonjour, je m'appelle Alexandre, je viens de Soupe-sur-Loing en Seine-et-Marne, et je voudrais savoir si l'arrêt Face à France vous embête ou si vous pensez que c'est les aléas du métier. Merci à vous tous, bisous. Bonjour, ben effectivement, l'arrêt de Face à France, ben m'embête comme tout le monde, je pense, tous les auditeurs, tous les téléspectateurs qui suivaient cette émission, ça m'embête, mais maintenant, ceci étant, il n'y a pas mort d'homme, hein, entre guillemets. Je pense que l'émission va rebondir, j'espère de tout cœur, surtout sur une autre chaîne qui croira plus en l'émission et qui prendra l'émission pour ce qu'elle est et pas pour ce que la chaîne veut en faire. Et puis voilà, je pense que l'émission aura une seconde vie. Et oui, c'est les aléas du métier. En même temps, il a raison, ce jeune homme, hein. C'est les aléas du métier. Ça n'a pas été avec la chaîne, ça n'a pas collé. Ça fait un pincement au cœur parce qu'on était super contents et qu'on nous laissait la parole pour une fois. Donc ça, c'était vraiment le côté qui était exceptionnel. Ben maintenant, il y a une fin, il y a une fin. Bon, voilà, mais comme on dit, on peut renaître de nos cendres. Hein. Donc, Face à France peut renaître de ses cendres et très vite, peut-être, on sait jamais. Face à France vous a apporté de nouveaux clients ou pas? Face à France m'a apporté de nouveaux clients, oui et non. Surtout, j'ai été contacté par d'autres personnes pour être membre de jury ou pour venir assister à leurs événements, mais pas vraiment une clientèle pour ma société. Non, c'est plus pour le côté mondain, le côté people. Là, ça m'a apporté de nouvelles personnes qui veulent que je participe à leurs événements. Voilà, c'est tout. Mais voilà. Vous en avez parlé un petit peu entre vous, membres du panel, de cet arrêt définitif? Ah ben le jour où ça a été annoncé, j'ai découvert ça moi via internet, puisqu'il n'y avait pas encore eu de communiqué officiel ni de la chaîne, ni du blog de Morandini, ni de la prod de Face à France. Donc du coup, le temps mais vous savez comment ça se passe, Internet balance quelque chose, le temps qu'ils nous contactent, on s'était déjà tous appelés. Oui, bien sûr. Ouais. Surtout moi qui avais vu ça le premier, donc j'ai appelé tout le monde et je leur ai dit ça, mais tout le monde était un peu surpris, sur le choc, parce qu'on s'y attendait pas du tout. Mais en même temps, certains d'entre nous, ils avaient pensé comme moi en se disant 2 déprogrammations. Ouais. Franchement, ça sent la fin. Donc c'était le clap de fin en fait. Et on n'imagine pas que Jean-Marc Morandini serait revenu à l'antenne sans parler des événements, parce que au final c'est cette excuse entre guillemets que Énergie 12 donne. Oui, voilà. Mais c'était surtout que moi, je me rappelle que quand j'avais eu Monia au téléphone ou que j'avais eu Zoé, la mère de famille, je leur avais dit, les filles, je suis désolée, je vois pas comment Jean-Marc peut revenir au devant de la scène avec cette émission. Comme si de rien n'était. Il peut pas ne pas parler des événements tragiques qui se sont passés. Et je me rappelle que les filles m'ont dit, oui, mais tu sais, il peut peut-être amener ça d'une façon. J'ai dit, mais non, il pourra pas amener ça d'aucune façon. Parce que faut appeler un chat un chat. Il y a eu un événement, faut parler de l'événement. Si la chaîne ne veut pas entendre parler de ça,
comment il peut amener ça d'une autre façon? Il peut pas débuter une émission sans parler au moins des attentats et ils ne veulent pas la chaîne. Donc j'ai dit aux filles, faut pas se voiler la face. C'est le clap de fin. J'avais dit ça comme ça. Voilà. Jean-Marc Morandini sur D8, vous y croyez? Ben oui, je pense qu'il a sa place sur D8. D'ailleurs, mais il était pas déjà sur D8 auparavant, il me semble. Il a jamais été sur D8? Il était sur Direct 8. Ah, Direct 8. Ouais. Voilà. Je savais bien que j'étais pas fou. Et non, je pense qu'il a sa place sur D8. D'ailleurs, je pense même que c'est là que ça plaçait. Hein. Franchement, si D8 l'appelait du jour au lendemain, moi je lui dirais, ben Jean-Marc, vas-y fonce, parce que vraiment c'est là que sa place, c'est sa place pour moi. Vous connaissez bien l'émission Face à France parce que vous en faites partie. Oui, un peu, oui. Dans un autre registre, vous connaissez Crime? Crime? L'émission du lundi soir? Non, j'avoue que je me suis jamais intéressé à ça. Vous devriez, c'est pas mal. C'est vrai? Ah, c'est très bien, c'est très intéressant. J'essaierai. Un peu morbide, mais Oui, j'imagine, ça porte son nom au Crime. mais c'est vraiment très bien raconté et c'est vraiment super. Donc, je vous conseille vraiment. J'essaierai. Merci beaucoup, Coco, d'avoir parlé de votre passion. Merci à vous aussi parlé de m'avoir de reçu. Face à France. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet où on peut vous retrouver si on veut Oui, tout à fait. être personnel shoppé? J'adore l'expression. Ben, vous avez le lien de la société, donc c'est www.coco-luigi.com. Donc Luigi avec un L-U-I-G-I. Voilà. Sinon, vous avez mon Facebook qui est Cocomode Stéphane Moula. De toute façon, vous tapez Cocomode sur Facebook. Ouais. La première personne qui apparaît, c'est moi de toute façon. Donc, vous trouvez. Et donc du coup, la Tiffany's Fashion qui va avoir lieu à Cannes. C'est ça. Voilà. Au mois de mai, le 19 mai précisément. Et vous tapez Tiffany's Fashion Week. On peut venir vous voir? Bien sûr, vous tapez Tiffany's Fashion Week sur Facebook et vous avez toutes les pages qui s'ouvrent. Paris, New York et Cannes. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous en prie. J'espère qu'on se retrouvera rapidement. Qui sait? À l'antenne. Ben oui, avec plaisir. Merci d'avoir partagé ce repas avec nous. Pour la page Facebook de l'émission L'heure du déj, vous pouvez aussi vous pouvez aussi aller voir sur la page Facebook de la radio, Dynamique Radio. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau numéro de L'heure du déj et on se dit à plus tard.